Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les phénomènes paranormaux, les secrets d'État, les ovnis, les envoûtements, la réincarnation, les complots d'État. Bob vous dit toute la vérité. Du lundi au vendredi, 21h minuit. Si vous m'écoutez, c'est que comme moi, vous êtes curieux et intrigué par les versions historiques, scientifiques, politiques que l'on nous impose depuis bien trop longtemps. C'est bien pour cela qu'il est indispensable de regarder en face les preuves qui remettent en cause tous ces dogmes. Et notamment sur les différentes civilisations qui peuplent ou ont peuplé la Terre. Pour cela, un spécialiste, Dominique Youngblood. Salut Dominique. Salut. Ça va bien? Ben comme toujours. Ah. Bon, je suis ravi de t'accueillir. On s'était vu lors de la première. On avait fait un gros focus sur les pyramides de Bosnie. On va pas aborder tout cela aujourd'hui parce que tu reviendra très prochainement parce que il se passe encore beaucoup de choses autour de ces pyramides de Bosnie. Mais aujourd'hui, je le disais, je voulais qu'on parle en fait de toutes ces choses qui remettent en cause finalement la civilisation telle qu'on nous la livre. Ce sont les artefacts. Alors oui, tout à fait. Il y a des... Alors on peut rappeler ce qu'est un artefact. Hein. Alors si tu veux, un artefact, clairement et si on va dire ça sur le point de vue étymologique, c'est en fait un objet artistique, un artefact, un objet artistique qui a été forcément construit, façonné par la main de l'homme. C'est ce qui le différencie de tout le reste au niveau des objets qu'on peut trouver dans la nature. D'accord. C'est par exemple un jour, des civilisations trouveront une statue de moi enfouie dans la terre et disent voilà, c'est un bel artefact. C'est ça, Dominique. Oui, et en plus avec un peu de chance, ils vont te prendre pour un empereur. Voilà, c'est ça, l'empereur Bob. Alors, on va évoquer plusieurs artefacts. Le pilier d'Ashoka, on va évoquer le mur de Bimini, la ziggoura engloutie de Yonaguni, c'est pas facile. Non, tu fais en japonais. Voilà. Yonaguni. Voilà, la pile de Bagdad et les figurines d'Akambaro. Alors, le pilier d'Ashoka, c'est en Inde. Le pilier d'Ashoka, c'est en Inde. Effectivement, c'est à Delhi. Et en fait, c'est la particularité du pilier d'Ashoka, ce fameux pilier de Delhi, c'est que c'est un objet si tu veux, qui mesure plus de 7 mètres déjà, dont une partie est enterrée, et ce qu'on voit c'est uniquement la partie émergente, et il a été érigé par le Raja qui s'appelle Kumaragupta, de la dynastie des Gupta, qui régna dans l'Inde du Nord au milieu du IIIe siècle. D'accord. Ce qui est particulier, c'est que c'est un pilier apparemment en fer, sauf qu'il rouille pas. Ah. Et que depuis le IIIe siècle, non seulement il rouille pas, mais il n'a pas bougé. D'accord. Alors, beaucoup de gens se sont posé des questions, mais jusqu'en 2001, on pouvait pas l'approcher, ni même l'analyser, ni scientifiquement en faire une approche, puisqu'il était littéralement considéré comme sacré. D'accord. Oui, en Inde, bien sûr. Depuis, les choses ont changé, grâce d'ailleurs notamment à un personnage que je connais très bien, très vieux aujourd'hui, très sage, qui s'appelle le professeur Sri Rao, qui s'occupe, qui est le grand patron, si tu veux, en fait, de tout ce qui touche l'archéologie en Inde, et plus particulièrement l'archéologie marine et sous-marine, mais il a son pouvoir un petit peu partout. Et ils ont pu commencer à travailler dessus. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ils se sont rendus compte que non seulement il était composé de fer à 99%, mais que il avait une résistance à la rouille, à la décomposition qui était un petit peu anormale. C'est-à-dire qu'il faut expliquer qu'il est soumis au vent, aux intempéries, etc. Ah, il roule pas, oui, complètement. Donc, et en fait, il faut savoir déjà que le fer à l'état pur, c'est-à-dire non traité, non fondu, non rien, ça, si tu laisses des plaques de fer à l'air, très rapidement ça rouille, et tu peux considérer que le fer est intégré à la minéralité environnante au bout de 4000 ans. Là, non seulement il a pas rouillé, mais en plus il est parfaitement impeccable et il résiste à toutes les intempéries, sans bouger, en gardant tout à fait son aspect général. On sait de quand il date ou pas ce truc? Ah ben oui, on te l'a dit tout à l'heure, il a été exposé, construit et installé aux alentours du milieu du IIIe siècle, donc dans les années 300 quoi. D'accord. Il est grand ou pas combien? Ah il fait 7 mètres de haut quand même, 7 mètres. Mais attention, n'oubliez pas qu'il y a une partie enterrée. Donc je sais pas quelle est la taille exacte, mais à mon avis, pour qu'un pilier de 7 mètres tienne debout sans tomber, il en faut au moins 2,5 à 3 dessous, quoi. En fait, c'est quoi la problématique? C'est le fait qu'il rouille pas, en fait, c'est ça, on se pose non, les gens se posaient, non seulement les gens se posent des questions, mais se sont même posé la question de la nature du fer. Ils se sont dit, mais qui sont les gens qui ont réussi à construire un pilier de fer qui rouille pas? Pourquoi aujourd'hui c'est impossible? On est au IIIe siècle. Oui, on connaît pas la galvanisation, on connaît pas ces trucs-là à cette époque-là. Et en fait, ils se sont aperçus très rapidement. Ils ont fait une analyse en 2002. C'est une équipe d'archéologues anglais
dirigé par Alexander Cunningham d'ailleurs, qui est le patron, enfin un des premiers directeurs de l'Archaeological Survey of India. Ouais. Excuse-toi. Excuse-toi. qui a fait les premières études là-dessus. Et en fait, ils se sont rendus compte que le pilier est littéralement protégé par une sorte de film, tu vois, qui a acquis très lentement de l'ordre d'un 20e de millimètre par siècle, une sorte de galvanisation étrange, faite surtout par des échanges avec les perturbations atmosphériques. En fait, il a été foudroyé plusieurs fois, ce qui est normal pour un paratonnerre naturel. Au beau milieu d'une place, c'est garanti. Ouais. Et en fait, lentement, la façon catalytique de cette galvanie qui s'est faite a incorporé le phosphore qu'il y avait dans l'air et ailleurs dans ce fer, et en fait a créé ainsi une sorte de minerai de fer qui a donné une sorte d'amalgame naturel. Enfin, je sais pas comment ils ont pu se composer. Qui a rendu ainsi indestructible. Ce pilier est totalement inrouillable, indestructible. Il sera là et dans 100 000 ans, il bougera plus, quoi. D'autant plus que chaque année, chaque siècle, je veux dire, il récupère un 20e d'une épaisseur, en fait, de cet étrange composite qu'on appelle la misawite, qui littéralement le recouvre et le protège. Le recouvre et le protège. Et en fait, on s'est rendu compte, et c'est ça en quoi l'artefact est original, et que c'est un artefact Oops Art, donc vraiment étrange. Rappelle ce qu'est Oops Art. Alors Oops Art, c'est de l'anglais, c'est out of place artifact, c'est-à-dire en fait artefact conçu sorti de son contexte historique. C'est ça. En quoi c'est sorti de son contexte historique quand c'est un Oops Art? Comme je l'expliquais l'autre jour quand on avait fait notre première émission sur les artefacts, c'est tout simplement quand, par exemple, tu fais une excavation en Italie sur une magnifique villa romaine qui doit dater de 44 après Jésus-Christ, et que là, dans une des couches, tu dégages une Rolex. Ouais, c'est ça. Il y a un vrai problème. Et là, tu te dis, ou Rolex date de 44 avant Jésus-Christ, même avant, auquel cas, on comprend pourquoi elle a autant de succès, ça fait un moment qu'elle est en place, ou alors il y a comme un problème que fout cette Rolex au beau milieu du 40e siècle après Jésus-Christ. Tu vois. Le pire, c'est qu'il y a toujours un mec qui dit c'est la mienne. Oui, c'est ça. Toujours une. C'est garanti. C'est incroyable. Et alors, ça, on l'étudie quand même, ce truc. Voilà. Alors, si tu veux, surtout, c'est pas ça. C'est qu'apparemment, il semblerait que le métal de ce pilier ait été mélangé, notamment avec une partie une densité carbonée, de telle manière que cette misawite se produise. En clair, ceux qui ont conçu ce pilier ont conçu ce pilier en façonnant le métal, le fer. Et en sachant qu'il allait muter au fil des siècles. Exactement. L'objectif pour eux, c'est qu'il ne rouille pas. Donc c'est des gens qui possédaient déjà une certaine science qu'il est impossible à expliquer, puisque nous-mêmes, on ignorait cette technologie, si tu veux, jusqu'en 2002. Je te rappelle qu'il date du IIIe siècle. Ouais, c'est ça, ouais. Ça veut dire que même avec la révolution industrielle du 19e, il n'y a pas un gars qui était capable de reproduire cette manière de galvaniser et en plus, c'est merveilleux, non? C'est une galvanoplastie, sans l'intervention du moindre outil, de la moindre usine, du moindre personnel. Fait par la nature, c'est top niveau, ça. Plus bio que ça, tu meurs, hein. Et alors, cette fait penser à quoi? Alors, encore une fois, technique d'une ancienne civilisation. Il est très simple. Non, mais l'Inde, de toute façon, ne m'étonne absolument pas. L'Inde, il faut quand même que tu saches que c'est extrêmement lié, notamment à Shambhala. L'Inde, c'est déjà le peuple tamoul, qui lui-même a des origines très troubles, celle du Kumarikandam, qui est cité dans les textes sacrés comme étant la première et la dernière survivance de l'empire de Mu, l'Océanie. L'Océanie gigantesque, c'est pas seulement un chapelet d'îles, ce fut autrefois un véritable empire, il y a environ, on va dire, 35-40 000 ans. D'accord. On en a trouvé des preuves, il y en a plein, hein. Je ne vais pas déborder par rapport aux piliers, mais je peux te dire que, par exemple, si tu vas dans les îles de Ponapé, tu vas trouver notamment une cité qui s'appelle Nandmatal,
et dont on n'a absolument pas à l'heure d'aujourd'hui la moindre datation, qui se prolonge très loin sous l'eau et qui est construit avec des piliers de basalte. Il n'y a pas le moindre basalte sur l'île, entre parenthèses, qui ont été transférés d'au moins 200 à 300 bornes de là en pirogue. Ça m'a fait toujours très sourire, des basaltes qui doivent peser 8 tonnes dans une pirogue en bois. Si les gars y arrivent, il faut qu'ils m'expliquent comment ils font, parce que qu'est-ce qu'on s'emmerde à construire des cargos, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. On va ce soir jusqu'à 23h parler de ces artefacts avec Dominique Youngblood. On va marquer une petite pause musicale, Dom, et puis on se retrouve dans quelques instants. Pour vous abonner et avoir accès aux nouvelles émissions de Bob vous dit toute la vérité, cliquez sur l'onglet abonnement web radio sur le site bob-toutelavérité.fr. Et je voudrais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à souscrire à cette offre premium. Sachez que dans les jours qui arrivent, on va vous proposer d'autres formules d'abonnement, des formules à 3 mois, des formules à 1 mois, à 1 jour. Et puis vous pourrez également vous offrir des podcasts en toutes circonstances. Et on vous passera justement tout à l'heure l'extrait d'une mamie qui tenait à s'abonner, elle savait pas comment, et je pourrais lui répondre en live. Dans tous les cas, vous pouvez réagir bien sûr ce soir à tout ce qui se dit. Comme d'habitude, les réseaux sociaux sont ouverts. Vous avez le Facebook Bob vous dit toute la vérité, ou le Twitter @Bob Vérité. Nous sommes avec Dominique Youngblood pour parler des artefacts. Vous savez, ce sont des choses que l'on trouve quelque part et qui n'ont rien à voir avec l'époque dans laquelle on vit. Et on se demande pourquoi ces choses sont là. On va évoquer, je vais le faire à l'anglaise, la Bimini Road, la route de Bimini ou la chaussée de Bimini. Alors qu'est-ce que c'est, où c'est ça? Alors, si tu veux, d'abord, dans un premier temps, il faut savoir que la route de Bimini n'en a jamais été une. Ça, c'est une première chose. En fait, il a fallu un certain temps pour le découvrir. Dans un premier temps, il faut savoir que, sans rentrer dans le mysticisme absolu, ce qui est extraordinaire, c'est qu'une prédiction détaillée d'un médium américain, Edgar Cayce, dont on a parlé ici déjà. Avait expliqué dans une de ses lectures, on appelle ça ses lectures, que dans les années 69, nous retrouverions peut-être les derniers vestiges, les derniers fragments d'une civilisation qui était la civilisation atlantique, que l'on appelle bien sûr Atlantis. Alors Atlantis, je le précise pour tout le monde, arrêtez de faire des fautes d'orthographe, ça prend un Y, parce que la Atlantis dans le Kamana, la langue des anciens, la langue mère de l'humanité, se découpe de la manière suivante: Atl, Ant, Is, Y-S. D'accord. Is voulant dire le royaume, Ant l'ancien, et Atl les océans, l'eau. Voilà, c'est en fait l'ancien royaume des océans. Le professeur Youngblood était là ce soir. Non, mais c'est très important de le savoir, parce que en fait, on dit la vérité. À l'heure d'aujourd'hui, d'abord on dit la vérité, et on l'a dit vraiment. Faut arrêter de balader l'Atlantide de Santorin à je ne sais où, au fin fond de la Manche, de la mer du Nord, avec le Dogger Bank. L'Atlantide est là où elle doit se trouver, et comme disait James Brownwell, où l'Atlantide est en Atlantique, où l'Atlantide n'existe pas. Or, il se trouve que je pense qu'on l'a retrouvé. Alors bien sûr, je suis de toutes les parties, mais c'est normal, je suis toujours avec les aventuriers, les archéologues, et là je parle des bons, bien entendu, les plus en avance sur le sujet, notamment William Donato, Greg Little. Et on a recherché très très longtemps. D'ailleurs, il y a eu une énorme polémique sur une expédition que je voulais monter en 2009 et qui n'a pas pu se faire, je dirais, du côté français, puisque j'ai transféré le bébé aux Américains. Mais sur justement une étude complète de ce qui se passait aux Bahamas. Il se trouve que aux Bahamas, le plateau des Bahamas correspond à quelques centaines de kilomètres carrés près à la description de la taille de l'île principale d'Atlantis. Il se trouve qu'en plus, son niveau d'engloutissement varie entre 6 et 20 mètres, ce qui est extrêmement peu, et correspond, si on faisait redescendre le niveau des océans conformément à la déglaciation, la dernière déglaciation, à une période qui serait tout à fait dans celle où aurait existé l'Atlantide tel que Platon le définit. Est-ce que c'est dans la zone du triangle des Bermudes? Ah ben c'est même en pleine dedans. Je me disais aussi. D'accord. Oui, et d'ailleurs, sans rentrer dans le mysticisme, j'y crois pas tellement au cristal de la mort, mais il est tout à fait possible. D'abord, il se passe déjà quelque chose là-bas de particulier. Et par rapport aux pyramides de Bosnie, il n'est pas non plus interdit de penser que certains phénomènes qui sont relativement faibles, même si on les a détectés, si on en est très content dans les pyramides de Bosnie, ne sont pas l'équivalent dans le triangle des Bermudes, version plein pot. D'accord. Donc, ce qu'il faut surtout savoir, c'est que j'ai travaillé longtemps sur ce travail, puisque avant de m'intéresser plus particulièrement à Shambhala, puisque j'ai réussi à rassembler un certain nombre de pièces du puzzle et à déterminer que la civilisation primordiale, la civilisation mère, c'était Shambhala, mais j'ai aussi découvert
que Hyperborée, que Mu et que Atlantis étaient en fait des déclinaisons. C'est-à-dire, en fait, c'était le même peuple qui a évolué au cours des siècles. Et qui a migré ? Qui a littéralement migré, s'est déplacé en fonction de 4 grands dérèglements majeurs et en fonction des de la survivance à ces dérèglements majeurs. Et que donc, il était plus intéressant pour moi de m'intéresser à Shambhala plutôt qu'à Atlantis. Ceci dit, c'était Atlantis qui a été longtemps mon dada, mon centre, ma focalisation. Et donc, bien entendu, j'ai étudié de très près tout ce qui touchait les Bimini et ces fameuses routes. Et en fait, ces routes n'en sont pas du tout. Ces routes sont en fait déjà pas naturelles du tout, dans la mesure où ce sont des blocs qui sont parfaitement quadrilatères de 4 à 5 mètres de taille et d'environ 50 cm d'épaisseur. Mais je vais te donner un détail, parce qu'on va faire court, on n'a quand même qu'une heure. Le jour où la nature sera capable de créer des blocs rectangulaires avec des angles droits, d'une épaisseur à peu près toute identique, posés sur des piliers carrés, ayant dessous du sable, posé sur le revêtement marin du sol, c'est-à-dire de la construction architecturée, je vois pas pourquoi on s'emmerde à construire des autoroutes, les gars, laissez faire la nature. Oui, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que c'est ça qui est assez incroyable. Mais là encore, Dominique, on laisse ça de côté, personne s'en occupe de ce truc-là, ou il y a que des mecs comme toi qui cherchent un peu à découvrir la vérité? Non, mais on est toujours dans le déni dans l'archéologie. Je te rappelle quand même qu'il y a une constante dans l'archéologie. La Rolex. Quand ta Rolex, tu la retrouves, qu'est-ce que t'en fais? Tu dis quoi? J'ai trouvé une Rolex dans une villa romaine, ou tu préfères dire, nom de Dieu, je suis en train d'étudier l'Empire romain, que vient foutre cette Rolex, je la fous dans un sac en plastique, je l'enterre dans un coffre, et j'ai rien vu, j'ai jamais rien entendu. C'est ça. Ouais, alors le problème, il est là. Encore une fois, c'est un peu comme, tu sais, les scientifiques ou les chercheurs. Tu te dis, à un moment donné, on t'a l'impression qu'ils veulent pas trouver. Tu vois ce que je veux dire? Ça permet d'avoir des budgets et de continuer à chercher. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout dans cette logique-là. Non, moi, j'en connais beaucoup qui savent et qui ont des budgets. Seulement, le problème, c'est que si demain, ils disaient, effectivement, là, cette Rolex est une Rolex, est-ce qu'elle fout là, ils perdent leur crédit. Point. Donc, effectivement, ils sont dans l'obligation de déni pour ne pas perdre leur crédit. En même temps, ils restent interrogateurs. Et lorsqu'ils sont en off, très souvent, les gars te disent, mais moi, j'ai un problème avec ça. Mais pourquoi perdraient-ils leur crédit? Au contraire, t'imagines, c'est une découverte majeure. C'est-à-dire que tu t'aperçois que finalement, il y a peut-être eu des civilisations avant la nôtre. Oui, mais en même temps, tu oublies d'autres choses. Il y a des enjeux économiques dans le monde. Des enjeux très importants. Des enjeux d'ordre énergétique, par exemple. Ah oui, et certains enjeux énergétiques peuvent devenir même stratégiques. À partir du moment où tu peux trouver des traces d'une civilisation ancienne qui pourrait changer, par exemple, la manière dont tu t'approvisionnes en énergie. Imaginons simplement qu'en Bosnie, nous ayons la preuve qu'un engin fonctionne grâce à une alimentation à travers les plaques de la pyramide, laquelle est chargée à travers les orages. Nous sommes dans de l'énergie libre, nous sommes dans l'énergie de Tesla, une énergie gratuite. Nous aurions à ce moment-là une technologie qui peut être alimentée de manière gratuite. Si nous avons cet engin, si cet engin existe, si nous pouvons le démonter et le reproduire, nous fabriquons dans le monde entier une énergie qui ne se facture plus. Tu veux expliquer ça à Areva? Non, mais le problème, c'est que là, on va te mettre une balle dans la tête, tu le sais, ça. Non, mais c'est aussi simple que ça. Mais si c'était qu'Areva, ce serait pas grave. Non seulement t'enterres Areva, t'as tout le monde. t'enlèves les pétroliers, t'enlèves les charbonniers, t'enlèves tout le monde. Tu mets tout le monde sur la paille à l'échelle planétaire. Ne serait-ce que les entreprises, déjà, voudraient ta mort, mais t'imagines tous les employés. Ou alors, les mecs te demandent de fermer les yeux contre un chèque monstrueux. C'est marrant que tu dises ça, on m'a déjà fait la proposition. Bah oui, non, mais c'est ça, parce que t'imagines que le mec te dit, bon, il y a eu beaucoup de gens aujourd'hui qui ont trouvé les moyens de faire avancer les véhicules avec la flotte, hein. Le problème, c'est qu'on leur dit, vous êtes gentils, vous gardez votre technologie, par contre, vous serez tranquille, vous et votre famille, pendant des siècles, quoi. C'est tout à fait ça, mais c'est très souvent ça. Et d'ailleurs, tu sais, le problème des aventuriers, c'est qu'on est souvent, quelque part, affecté au renseignement et que nous avons des accointances souvent avec les agences de renseignement gouvernementales. Donc nous sommes très connus et nous les rencontrons très souvent dans nos voyages. Donc cette route de Bimini, donc qui n'est pas une route, finalement, la grande question, c'est comment la nature a pu façonner un tel édifice, quoi. Non, surtout ce que tu me laisses pas te dire, c'est qu'est-ce que c'est? C'est un port préhistorique qui date de 25 000 ans. On a été en mesure de pouvoir analyser avec William Donato et Greg Littel l'intégralité de sa surface. Et quand les gens nous parlent d'une surface qui devait faire quelques centaines de mètres, si mes souvenirs sont bons, une structure longue de 70 mètres, ils sont gentils. Si le port fait pas 2 à 3 kilomètres, il fait rien. Il a des brise-lames orientées exactement dans le sens du Gulf Stream pour éviter justement que les lames ne se rabattent sur les navires. Il y a des digues
Et en fait, en réalité, la partie du port que nous voyons, c'est les quais. D'accord. Et on a pu analyser, recomposer complètement en images de synthèse, en réassemblant avec Greg et William pierre par pierre. Autant te dire, c'est un travail de taré, puisqu'il faut les mesurer toutes, et c'est sous l'eau. Ouais. Alors, ceci dit, après t'es un peu blasé du poisson, mais bon. Le truc intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que ça pouvait accueillir une vingtaine de navires à peu près, dont certains, nous sommes en moins 25 000, Écoutez bien. pouvaient avoir plus de 40 mètres de long. Ce qui était très rare à l'époque. C'est, à mon avis, à 25 000, on en était encore au tronc creusé, et ça, c'était beau. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Encore une fois, là, c'est la remise en question perpétuelle. C'est profond, tu m'as dit que c'était pas très profond. Ah non, l'essentiel des structures se trouve entre 6 et 20 mètres de profondeur. Donc on peut y avoir accès facilement. Ah mais t'es un plongeur, toi. Ouais, bien sûr. Tu peux lâcher la bouteille, c'est 6 mètres, tu te le fais en tuba, mon ami. Mais je savais pas, tu vois, qu'on pouvait aller voir si facilement ce mur de Bimini, en fait, parce que c'est même pas... Oui, tout le monde l'a appelé le mur, plutôt que la route, et en fait, tout le monde s'est rendu compte que rapidement qu'en fait, le mur, c'est surtout un immense port, c'est un quai gigantesque, en bordure de l'île d'ailleurs, il est en bordure de l'île, il n'est pas perdu en mer, il est en bordure de l'île. C'est le paradis des plongeurs, j'imagine que tout le monde va plonger dessus, non? Oui, enfin, tout le monde plongeait dessus jusqu'à un certain temps, tu sais qu'on est aussi chasseurs de trésors, alors je te dirais juste une parenthèse, mais c'est par rapport à mon grand ami Robert Mars. Faut pas abuser des agrafes, Robert. Pourquoi? Non, parce que je comprends pas. Parce que les pierres étaient reliées par des agrafes. Ouais. Que les agrafes n'y sont plus. Ouais. Qu'elles y ont été, et qu'encore jusqu'à récemment elles y étaient. Ouais. Donc à mon avis, elles n'étaient pas en fer. Ah, d'accord. Donc Robert Marx, je te rappelle, est l'un des empereurs de chasseurs de trésors. D'accord. Donc si tu veux, les agrafes, elles étaient plutôt dans un métal précieux. Et elles ont fini sur le compte en banque suisse de quelqu'un. Voilà. Donc vous l'aurez compris, ce soir, on parle des artefacts, des choses un peu étranges que l'on trouve ici ou là aux quatre coins de la planète. Et l'un des spécialistes, c'est Dominique Youngblood, à qui l'on doit pas mal de bouquins, et notamment Tout l'or du monde chez Terre Aventure Édition. Je te signale que ton bouquin est dans la bibliothèque du studio. Voilà, tu peux même le voir. Oui, il est là en bonne place. Et puis tu vas sortir Shambhala également, un roman d'aventure. Tout à fait. Et alors justement, celui-là arrive en octobre et j'ai demandé. Alors il faut que tu saches qu'il sort aux États-Unis, en Angleterre et en Australie. Il est déjà sorti d'ailleurs sous le nom de Shangri-La, parce qu'il est plus connu Shangri-La aux États-Unis que Shambhala, qui est plutôt une connotation occidentale. Mais j'aurai le plaisir d'offrir aux auditeurs de Bob une dizaine de bouquins de Shambhala. J'ai demandé à l'éditeur de le faire, de faire ce sacrifice, pour que nous restions dans la bonne veine. Il est normal que là où on dit la vérité, on lise la vérité. Bon, génial. Lorsqu'il sortira, tu me le diras comme ça. Ils vont être adressés dans la semaine, là. Super. Génial. Écoutez, merci beaucoup. Donc, soyez à l'écoute, car vous repartirez avec ces bouquins si vous êtes les premiers à nous téléphoner ou alors à nous laisser vos messages. Ah, pas maintenant, hein. Commencez pas vous. Non. Attendez qu'on les ait reçus. On fera une émission particulière. Oui, alors en plus, on primera celui qui nous apportera une information de type archéologique anormale. Je suis preneur. D'accord. De toute façon, tu es preneur de tout. Est-ce que justement on peut faire partie d'une aventure, parce que beaucoup de gens nous ont dit, tu sais, quand tu es parti en Bosnie, beaucoup de gens nous ont dit, mais est-ce qu'on peut partir avec lui, est-ce qu'on peut faire partie, qu'est-ce qu'il faut d'ailleurs pour te suivre? Alors il y a deux solutions possibles. D'abord, il faut que tu saches qu'avec la Fondation des Pyramides de Bosnie, on a établi un jumelage qui nous permet pour nous de les représenter en France, mais aussi dans tous les pays francophones. Et on va devenir une sorte de pôle de catalysation à la fois sur Paris et sur Marseille, à côté de Toulon, tout simplement parce que c'est là-bas qu'il y a les aéroports direction Sarajevo, et que nous allons proposer des forfaits assez volontaires qui vont leur permettre de financer des voyages beaucoup moins chers que s'ils le payaient individuellement, parce que les voyages de groupe, c'est mieux. C'est moins cher, et que n'importe qui peut parfaitement venir en expédition ou en voyage touristique, si je puis dire, visiter et être et je jouerai avec plaisir le commentateur de la vallée des Pyramides, moyennant en fait 960 €, qui comprend absolument tout, le voyage en avion, l'hôtel, les repas, enfin tout ce qu'il peut y avoir comme dépenses générales dans ce genre de voyage organisé. Il faut être physique ou pas? Faut aimer la randonnée déjà, un peu marcher quand même, un peu marcher. Maintenant, on emmènera les gens quand même avec une petite particularité de la vallée des Pyramides de Bosnie, c'est qu'elle n'est pas fermée comme la vallée de Gizeh. Excuse-moi, mon cher Zahi. Et que qui est Zahi? Vas-y, parce que Zahi Hawass, le patron des antiquités égyptiennes, et qui est un personnage extrêmement intéressant, mais qu'est-ce qu'il est un peu fermé quand même.
Oui, c'est-à-dire qu'en gros, ce qui t'autorise à voir sur le plateau de Gizeh représente à peu près 10% de ce qu'il y a à y voir, quoi. On a pu en parler juste avant toi avec Jacques Grimaud et Patrice Poyard, puisqu'on est revenu, si vous arrivez à peine, sur la révélation des pyramides. Alors, on marque une deuxième pause musicale, mon Dominique, on se retrouve dans un instant, et on parlera de la ziggoura engloutie de Yonaguni. Restez donc avec nous, ça vous intéresse, vous voulez poser vos questions. Martin, bien sûr, anime le forum qui n'est autre que la page Facebook Bob vous dit toute la vérité. Tous les soirs sur le net, tout ce que l'on nous cache depuis toujours, enfin révélé. 21h, minuit, Bob vous dit toute la vérité, rien que la vérité. Peut-être arrivez-vous pour la première fois, je ne peux que saluer votre bon goût. Mon nom est Bob et tous les soirs entre 21h et minuit, je vous dis toute la vérité. Et sachez que du côté de 23h, nous aurons Annie Tranvouez. Elle sera avec moi pour parler bien de nos prénoms. Que se cache qu'est-ce qui se cache derrière nos prénoms? Que se cache-t-il véritablement? Est-ce que ça influence nos vies? On verra tout cela du côté de 23h. Pour contacter Bob et lui laisser un message, contact@bob-toutvérité.fr. Alors, Dominique Youngblood est avec moi. Dominique, on parle des artefacts depuis une demi-heure maintenant, un peu plus d'une demi-heure. On va évoquer maintenant, après avoir parlé du pilier d'Ashoka et du mur de Bimini, la ziggoura engloutie de Yonaguni. C'est Isezé. Yonaguni. Ouais. Oui, Yosono, hein. Ouais. Bienvenue. Et donc, alors, je t'explique simplement. En fait, ça a été découvert par des plongeurs qui faisaient en fait de la plongée touristique, ouais. Comme tu en pratiques souvent. Et très rapidement, ça a intrigué évidemment les scientifiques japonais, car l'île, la ziggoura de Yonaguni se trouve tout simplement exactement sur le pourtour de l'île de Yonaguni, qui appartient à l'archipel d'Okinawa. Donc au sud-ouest de la péninsule, enfin de la péninsule de l'archipel japonais lui-même, quoi. C'est une immense construction qui mesure plus ou moins 75 mètres de long sur 25 mètres de haut, et qui donc a été découvert à peu près en 2007 et a été rapidement mis sous la responsabilité du professeur Masaki Kimura de l'université de Ryukyu, qui est d'ailleurs aussi le président du Morian Institute. Je tiens à parler du Morian Institute tout simplement parce que on parlait de synergie, et beaucoup de gens dans les auditeurs et donc les fans qui m'écrivent aussi, tes fans m'écrivent aussi et me disent qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous bossez tous dans votre coin? Ben écoutez les enfants, je crois que c'est un petit peu fini, puisque nous sommes en jumelage avec la pyramide de Bosnie, mais aussi avec le Morian Institute et l'université de Ryukyu. Actuellement, il y a une cristallisation des unités de recherche indépendantes. Et ça ne doit pas faire plaisir aux gouvernementaux que nous sommes en train de nous fédérer entre nous. Ce qui est rare, parce que l'habitude, c'est chacun pour soi un peu. Non, ça c'est un mythe, Bob. Les aventuriers ont toujours été très solidaires entre eux. Maintenant, la différence, c'est que quand on est spécialisé comme moi, par exemple, plutôt dans le terrestre, on va pas jouer dans le marin. Je laisse ça à mon ami Eric Surcouf. Et quand on fait les trésors genre très tendu, on va demander à mon pote Philippe d'aller jouer du côté de l'Atahualpa. Philippe Esnault, qui est bien sûr qu'on avait reçu ici. En fait, vous mutualisez vos compétences, quoi. On mutualise nos compétences. Tu connais l'IMF? L'IMF? Oui, l'Impossible Mission Force. Non. Mission Impossible. Voilà, exactement. Il a un melon, Dominique. Il a pris le melon depuis qu'il passe à la radio. Au lieu de dire Mission Impossible, l'Impossible Mission Force. Yes. Donc, non, mais en même temps, c'est pas con. Non, je t'explique. En fait, c'est parce que chacun de nous, on a des fiches. Ouais. On a nos petites fiches, on se la joue Guilux. Et avec toutes nos petites fiches, on a nos gars avec nos spécialités, les gens avec qui on bosse. Quand on crée une expédition, la première des choses qu'on fait, c'est comme Phelps. On sort le classeur et on regarde qui on va faire venir. Oui, bien sûr. Donc, il y a des fois où on n'a pas dans notre équipe des compétences. Donc, on va chercher les compétences dans les équipes des autres, voir le boss en face, en lui disant ça t'intéresse pas de t'embarquer dans cette histoire. Qui finance? En général, beaucoup de privés, énormément de privés, très peu d'institutionnels. La dernière fois que je te parlais à la mission pour le mur de Bimini, sur 250 000 € de budget qu'il fallait trouver, on a eu l'offre généreuse du CNRS de 9 000. D'accord. Ouais. Donc voilà, qu'on a préféré décliner, bien entendu. Donc s'il n'y a pas de mécène privé, t'es dans la merde, quoi, en fait, c'est ça? Non, mais en fait, si tu veux, d'ailleurs, il y a même la donne commence à changer, parce que si tu veux, la plupart du temps, ça fonctionnait jusqu'en 2007 par des mécènes privés, des grandes entreprises, dont les patrons sont multimilliardaires et qui sont des gens relativement mystiques, parce qu'il faut pas croire que le mystique, c'est forcément le gars du peuple. Il y a de très très grands patrons qui sont
complètement versés dans l'ésotérisme, dans le mysticisme, dans la recherche archéologique. Et il y en a qui sont des humanistes et qui veulent, à travers nos recherches, aider l'humanité à atteindre la réalité, la vérité, qui suivent le même combat que toi, quoi. Les gens de pouvoir veulent en savoir plus sur ce qu'on nous met devant les yeux, quoi. Donc ah, mais tu en as même qui sont passés du côté clair de la force, hein. C'est-à-dire qui jouent leur rôle de businessman avec, je dirais, beaucoup de professionnalisme. Alors, il y a eu un gars avec sa pomme, il y a eu un autre gars qui a un petit drapeau avec des couleurs bizarres, tu sais, qui se sont balancés là-dedans et qui ont versé beaucoup. Ils se sont très rarement opposés, contrairement à ce qu'on peut croire sur les médias. Mais ils ont souvent versé le obol et des obols très importantes, jusqu'en 2007. Arrivée la crise, nous avons eu de gros problèmes là-dessus. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y a une réforme dans le monde de l'aventure, c'est qu'on crée des activités, on devient un peu business, nous aussi. On crée des activités autour du monde de l'aventure pour financer nos expéditions, parce que les sponsors, à l'heure d'aujourd'hui, avec la crise, ça devient un peu difficile. Ceci dit, on trouve. Et quand on trouve, on en met les moyens. Il faut savoir quand même que là, par exemple, le Morian Institute est un institut totalement privé qui a été monté donc par le professeur Masaki Kimura, alors que lui-même est professeur à l'université de Ryukyu. C'est-à-dire que lui, il a une particularité, il joue le grand écart. Il est du côté officiel et de l'autre côté, et pour pouvoir ne gêner personne, a créé un instrument qui est l'exact miroir de l'autre. Alors, ça nous ramène à la ziggoura. Oui, alors la ziggoura, c'est quoi, justement. Alors une ziggoura, c'est quoi? Une ziggoura, c'est une pyramide. C'est une pyramide tronquée forcément, puisqu'en fait elle n'a pas d'apex, elle n'a pas de pointe, comme les pyramides de Khéops. Elle a des niveaux. Et ces différents niveaux sont souvent surmontés. On a juxtaposé dessus des escaliers qui permettent d'atteindre en fait le sommet tronqué, un peu comme les pyramides aztèques, mayas. Ça, la différence, c'est que les pyramides aztèques mayas sont pas forcément des pyramides à niveau, alors que les pyramides, les ziggourats, sont des constructions qui sont obligatoirement par niveau. Ça ressemble un peu à des gâteaux superposés. D'accord. Bon, à côté de ça, les ziggourats sont surtout des constructions qui ont existé dans le croissant fertile du côté de par exemple de l'Irak, avec Sumer, avec l'Acadie, la Chaldée, Babylone du côté de l'Iran, avec bien entendu les différentes civilisations qui se sont développées là-bas. Et pourquoi une ziggourate? Tout simplement parce qu'elle est construite comme ça. La ziggourate de Yonaguni est construite comme une ziggourate, point barre. Ce qui est étonnant, ça qui en fait quelque chose de particulier? Non, c'est surtout le fait que c'est une ziggourate qui a été terraformée. C'est une construction rocheuse qui a été taillée. Elle a été taillée sur toute sa surface. Et elle date de quand? Parce que pour tailler ça, c'est énorme. Ah ben, si tu veux, à l'heure d'aujourd'hui, la pression fait que tout le monde voudrait ramener ça à environ 5000 ans avant Jésus-Christ. Moi, j'y crois pas un brin, je te le dis honnêtement. Le professeur Masaki Kimura nous a affirmé d'ailleurs que c'est probablement cette ziggourate a été créée dans un endroit qui n'était probablement pas immergé à cette époque-là. Il pense même que la mer du Japon était une mer fermée et que la mer Jaune n'existait pas encore en fait. Elle permettait, ça a permis aux hommes et aux animaux de rejoindre notamment les îles Ryukyu à pied. Donc en fait, Yonaguni aurait été l'extrémité sud d'un pont de terre reliant le Japon et le reste de l'Asie. Donc lui, il estime que ce site date d'au moins 10 000 ans et aurait été ensuite immergé par la montée des eaux. Et moi, personnellement, j'ai travaillé avec de grands océanographes et je te rappelle que j'ai dans mes amis un gars qui s'appelle Robert Bob Ballard, qui est un des plus grands océanographes. Et pour ceux qui pourraient douter de sa compétence ou le prendraient pour un allumé moyen, c'est le gars qui a retrouvé le Titanic à respect. Donc à partir de là, les études qu'on a fait, d'ailleurs c'est aussi lui qui a démontré historiquement l'existence du déluge. En 7600 ans avant Jésus-Christ, dans des travaux sur la mer Noire. Donc, c'est vraiment pas un guignol. Et on a fait une étude de l'élévation des eaux. Et si on regarde l'élévation des eaux, qui a quand même en 20 000 ans monté de 135 mètres, je voudrais quand même donner une petite idée aux auditeurs. 135 mètres, ça fait facilement la hauteur du premier étage de la Tour Eiffel. Donc, faut réaliser qu'en 20 000 ans, c'est très rapide. Certaines années, le niveau des océans est monté de 14 cm. Donc je veux dire, il est évident que pour moi, il y a 10-15 000 ans, cet endroit était émergé et pas immergé. Donc ça veut dire que la ziggourate a été créée à une époque
où bien entendu aucune civilisation, à commencer par Sumer, ne pouvait exister. Je parle de civilisation connue, référencée, reconnue par l'archéologie. On est donc dans le questionnement. Mais surtout, et c'était ça que je voulais te dire, j'ai vécu une expérience extraordinaire là-bas. Et là, je parle aux plongeurs aussi. D'accord. C'est bourré de requins. Ouais. Quand tu plonges dans un endroit bourré de requins, et c'est très poissonneux, et tu vas comprendre, il y a une énergie électrique très importante là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Tu te mets dans une tenue côte de maille. Ouais. T'as pas envie de te faire croquer tant qu'à faire. Et quand tu plonges là-bas, il y a un endroit particulier, je ne sais plus exactement où ça se trouve, mais je crois que c'est près de la statue. Il y a une sorte de statue de moaï sous l'eau, tu vois. Et c'est un moaï, franchement, tu vois la Comme sur l'île de Pâques. Oh, à peine plus épuré, hein. Franchement, pour ceux qui l'ont vu, ceux qui voient les photos sur Internet, ils verront, il y a les yeux, il y a le visage, il y a le nez. C'est vraiment, on peut pas me dire que, il y a des gens qui disent que c'est naturel, faut qu'ils se réveillent un peu, quoi. Ouais. En plongeant dedans, je me suis retrouvé à cette hauteur et j'étais avec cette tenue de côte de maille. Et pour une raison, j'avais une torche dans les mains. Ouais. Et éteinte, hein, parce que je voulais l'allumer en fait. Et j'avais du mal, j'étais pris avec mes élastocs là, mes liens. J'ai rapproché les deux mains sous l'eau. Hein. On est sous l'eau, les gars. Ouais. Et en rapprochant mes deux mains avec les gants qui sont aussi en côte de main, évidemment, j'ai eu droit à un arc électrique sous l'eau. Ah. C'est quand même un truc de fou, là. Hein. Donc il y a une énergie incroyable. Hein. Il y a mais de l'énergie électrique sous l'eau. J'avais encore jamais vu, moi. Et je veux dire, c'est incroyable. Et tu sens cette charge. Il y a une statique sous l'eau. Tu connais la sensation quand tu passes la main devant un téléviseur que tu viens tout juste d'éteindre. Eh ben, c'est exactement cette sensation, sauf que c'est sous l'eau. Comment c'est possible, ça? Ça, je sais pas. Ah ben, je sais, je peux pas te répondre non plus. Hein. Si quelqu'un a la réponse, on est tous très intéressés sur Bob dit tous la vérité. Et alors là, c'est étudié encore une fois. Il y a des expéditions pour tenter de comprendre ou on laisse ça encore en se disant bon voilà. Non, parce que j'ai l'impression quand même que tous les lieux dont on parle ce soir, il y a des mecs comme toi qui vont chercher, puis après t'as toujours, tu sais, le côté officiel qui en a à la foutre. Ah non, le côté officiel il vient toujours. D'ailleurs, il y a un gars que je déteste amicalement, hein, le Robert Soch là, qui a l'art de dire que même quelque chose qui est évidemment structuré et naturel, c'est le genre de mec qui sort une connerie du genre deux animaux parce qu'ils se tiennent debout sur leurs jambes sont des descendants de l'homme. Pour moi, le suricate fait pareil, hein, c'est bien. Tu vois, c'est excuse-moi Robert, mais je te le dis, t'es un abruti. Hein, donc ça c'est fait. Voilà. Non mais il faut le dire, il y a des moments, il faut le dire. Quand un gars est con, il est con. Et alors lui, il a atteint un degré -25 débilisé par radiation nucléaire. Donc non mais quand il y a une évidence, je veux dire un truc que tu peux pas nier, quoi. Tu le vois. Ça fait 1000 ans qu'on le prouve. Et les angles à 90 degrés dans la nature, ça n'existe pas. Ce genre de choses déjà. Mais je veux dire, quand il y a des écritures, c'est pas les animaux qui s'amusent à faire du coéniforme, quoi. Ou alors il y a des trucs nouveaux qu'on n'a pas appris, c'est que le monde animal est aussi intelligent. D'accord. Donc, enfin, il est intelligent, mais au point d'écrire quand même pas. Donc voilà. Alors je veux dire, le père Sorge, bien sûr, a fait des recherches, mais lui, comme d'habitude, il est allé d'ailleurs là-bas en 97. Et il a fait son petit tour. Alors ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il a fait la visite de la pyramide de la ziggourate de Yonaguni du 23 au 24 septembre. Je te rappelle les dimensions, hein. Ouais, elle fait la pyramide entière, hein, sans compter le niveau d'eau qu'il faut aller voir. Fait dans les 75 mètres de long sur 25 de haut en 2 jours de plongée. T'es plongeur, tu sais de quoi je parle. Et il a défini que c'était naturel, c'est top niveau, quoi. Bien sûr. Voilà, tu vois. Et voilà, on parle de tout cela, de tous ces artefacts, de tous ces monuments que l'on a retrouvés au fil du temps avec Dominique Youngblood ce soir jusqu'à 23h. Et dans un instant, puisque tu parlais d'énergie, on va évoquer quelque chose qui revient souvent dans les discussions, c'est la pile de Bagdad. Restez donc avec nous, mon nom est Bob et je vous dis toute la vérité. Certains ont voulu le faire taire. C'était mal le connaître. Tous les soirs, 21h minuit, Bob vous dit toute la vérité. Et bien sûr, vous voulez peut-être vous abonner à cette web radio unique en France, 24 heures sur 24 sans pub. Rien que ça, c'est une bonne raison de s'abonner. En tout cas, vous allez cliquer sur abonnement web radio. Il y aura dans les jours qui viennent, je le répète, hein, ça fait un peu vendeur de chaussettes, mais je tenais quand même à vous informer de tout cela. Différentes formules d'abonnement à 3 mois, 1 mois, 1 jour. Vous pouvez également, si vous ne voulez pas vous abonner, c'est votre droit, vous offrir quelques podcasts. En tout cas, jusqu'au 23 septembre, c'est en accès libre. J'ai décidé d'offrir
duré une semaine de plus, car vous êtes nombreux à avoir soutenu cette aventure et c'était la moindre des choses. Nous sommes, avant d'accueillir Annie Tranvouez dans un instant pour les prénoms et tout ce qu'il dégage et tout ce qu'il cache surtout, eh bien avec Dominique Youngblood pour les artefacts, on va évoquer quelque chose qui revient très souvent dans les demandes de nos auditeurs, c'est la pile de Bagdad. Ah oui, la pile de Bagdad, et surtout la pile de Bagdad, c'est sa particularité. Beaucoup de gens ne veulent pas la reconnaître en tant que pile. Toutefois, il faut quand même savoir que cette pile de Bagdad est en fait une poterie qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ et qui a été découverte en 1936 dans un village près de Bagdad d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle on l'appelle la pile de Bagdad. Elle est renommée en fait depuis que quelques archéologues tels que William Koenig ont émis l'hypothèse qu'elle aurait pu servir de pile électrique. Et en fait, cette thèse est bien sûr toujours controversée. Moi personnellement, j'ai fait une expérience en faisant une reproduction de cette pile et j'ai le malheur, pour les traditionnels, de leur dire que ça fonctionne. D'accord. C'est con, mais ça marche, les gars. Donc, ça voudrait dire qu'on aurait trouvé à l'époque le moyen d'allumer une lampe. Oui, mais pas d'allumer une lampe, c'était peut-être pas assez fort à ce point-là, encore qu'on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est que ça expliquerait pourquoi certains bijoux antiques ont été recouverts de métal précieux par électrolyse. C'est le seul moyen de recouvrir. Tu fais pas du plaqué or sans courant. Donc, il est clair que de ce côté-là, les civilisations de cette époque-là, et particulièrement quand on est sur Bagdad au IIIe siècle, avaient mis au point une certaine technologie qui était capable de le faire. Bien sûr qu'on peut imaginer aussi d'autres usages à la pile de Bagdad. Je pense quand même pas qu'elle servait de pile pour les ziggourats. Non, mais parce que, bon, si tu veux, quand on parle des pyramides, par exemple, on dit que tout au fond des pyramides, on n'a jamais trouvé de traces de suie. Et donc, on s'est posé la question de se dire comment il peut creuser sans lumière du jour, puisqu'il y a pas. Oui, mais alors, il y a eu la fameuse théorie des miroirs, c'est-à-dire toute une série de miroirs, sauf qu'ils oublient un petit détail. 150 mètres de profondeur? Non, c'est pas tellement ça. C'est un phénomène totalement physique. Ouais. Un miroir réfléchit. Il réfracte aussi. C'est-à-dire qu'une partie de la lumière, il l'absorbe. D'accord. Si tu fais une succession de miroirs, au départ, tu vas avoir une lumière magnifique, mais à l'arrivée, si t'as une petite pile bien usée de torches, c'est le top. Ouais. Et là, je suis d'accord avec toi, comment on peut creuser quand on n'y voit plus rien. D'accord. Donc, on est obligé d'imaginer d'autres systèmes. Pas de suie, pas de torches, pas de graisse, pas de pétrole, même à l'état brut. On est obligé d'envisager quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, on peut l'imaginer comme la fameuse pile de Bagdad, effectivement. D'autant plus que si mes souvenirs sont bons, une expérience a été tentée, c'est pas la mienne, hein, c'est une autre, mais elle est très intéressante quand même. A été tentée avec du jus de fruits à la place de l'acide qui devrait composer le contenu de cette pile, et ils ont réussi quand même à sortir un demi jusqu'à 1 volt avec du jus de fruits. Donc je veux dire, imagine si tu veux vraiment de l'acide, tu dois pouvoir avoir plus fort. Si je comprends bien, c'est une poterie, on met un liquide à l'intérieur et ça produit de l'électricité. Ah non, c'est une poterie tout à fait particulière. D'abord, c'est une poterie qui est scellée, elle n'est pas ouverte. Elle est scellée par un bouchon de bitume, donc de goudron, si tu veux, qui contient lui-même une tige en fer qui descend à l'intérieur de cette poterie, laquelle est vide. Enfin, la poterie de Bagdad, la pile de Bagdad a été retrouvée vide de liquide, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas contenu. Cette tige de fer émerge du bouchon de bitume et descend à peu près jusqu'aux 2/3 de la profondeur, à l'intérieur d'un cylindre de cuivre. Ce cylindre de cuivre est fermé de son côté lui aussi par un autre tampon de bitume, si tu veux, mais le bouchon de bitume, lui, ne touche pas la barre de fer en bas. Nous créons ainsi un système anode-cathode. La seule chose qu'on n'a pas trouvée sur cette pile de Bagdad, c'est évidemment les fils de connexion. Je pense que les personnes à l'époque utilisaient bien plus fort, mais simplement nous n'avons pas tous les éléments, ni le composant. Parce que, je te rappelle, on parle d'acide pour mettre dedans, parce que c'est notre référence à nous de dire que c'est de l'acide. Qu'est-ce que ça pouvait être? Ça pouvait être peut-être un autre liquide qui lui produisait infiniment plus producteur. Je te donne un exemple tout simple. Je vais pas pousser jusque-là, parce que là, on va dans des débordements terribles, mais le lithium.
le fameux lithium de nos batteries. Des batteries, ouais. Oui, c'est jamais que du métal liquide capable de charger énormément d'électricité. Et on peut imaginer que le système aurait pu fonctionner de la même manière. Tu aurais non seulement une pile de Bagdad, mais au lithium, quoi. Il y a pas eu d'expérience avec cette pile pour savoir si elle fonctionnait véritablement. Ah mais si, je te dis, des expériences avec cette pile pour prouver qu'elle fonctionne, ont prouvé. Ouais. Simplement, les expériences qu'ils ont faites, les expériences qui ont été faites par les scientifiques ont produit de 0,5 à 1 volt. Ouais. Mais c'est des scientifiques traditionnels, officiels. Elle a donc pu produire qu'1 volt. Moi, j'ai construit le même jouet, il a produit 9 volts. D'accord. Mais je ne suis pas un scientifique officiel, bien sûr. Maintenant, tu peux t'imaginer que la réalité doit être bien plus haut que les 9 volts. Malheureusement, s'il y avait la moindre preuve, elle va forcément, comme le reste, s'évaporer. Il fait très chaud sur Terre. On va être obligé de se quitter, Dominique. On aura l'occasion peut-être d'aborder, je vous l'avais annoncé, les figurines d'Acambaro une autre fois. Merci 1000 fois. Alors, je voudrais également saluer Angélique de Radio Anguin que tu as rencontrée il y a pas longtemps et qui te disait qu'elle n'était pas contente parce que je l'avais pas remerciée. Parce qu'elle m'avait interviewé il y a de cela un mois. Ouais. J'en suis désolé, Angélique. Merci en tout cas de m'avoir reçu. Moi, je te remercie. L'actualité, c'est Shambhala, c'est les romans qui vont sortir en octobre. Voilà, tout à fait, oui. Donc dès octobre, le tome 4, parce que Shambhala est une hexalogie. Cette hexalogie, c'est 6 romans. Ouais. Ça sort dans l'ordre 4, 5, 6, 1, 2, 3. Ah, tu nous l'as fait à la George Lucas? Complètement. Mais parce qu'en fait, 4, 5, 6 se passe dans un univers des années 20. Ouais. Alors que 1, 2, 3, tu te retrouves carrément dans Dune, donc de Frank Herbert. Donc en fait, 1, 2, 3 raconte l'histoire des Agarthiens et des Chambaléens tels qu'ils ont été identifiés et répertoriés sur les murs historiques de Shambhala, tandis que 4, 5 et 6, c'est l'expédition racontée du Major Andrew Wesley. Merci 1000 fois, Dominique Youngblood. Bien sûr, tu as un site, on peut te retrouver sur le net, comme d'habitude. Ah, ça va être difficile de m'éviter, c'est sûr. À très bientôt, ciao. Pour souscrire à l'offre Premium Bob vous dit toute la vérité et avoir accès au programme chaque jour, plus un accès illimité au podcast de l'émission, cliquez sur l'onglet Abonnement Web Radio sur le site bob-toutelavérité.fr.